Voilà, nous sommes de retour au musée du Quai Branly. Contrairement à nos habitudes, nous ne sommes pas ici pour passer un soir au musée, mais une nuit au musée. Vous le savez sans doute, les musées de France et d'Europe sont invités à fermer tard leurs portes ce soir. Christine Albanel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'abord d'être avec nous. Vous êtes avec nous, bien sûr, pour nous parler de cette 4e édition de la Nuit des musées. À quoi cela sert d'ouvrir un musée tard la nuit ? Ça sert d'abord à faire plaisir, je crois, à beaucoup de visiteurs. Il y en a à peu près, je crois qu'il y en a eu à peu près 1,2 million l'an dernier, dans 2000 musées. Et cette année, on sait qu'il va y avoir une centaine de musées supplémentaires en Europe. Par exemple en Russie, où il y a tous les musées de Moscou qui sont ouverts, avec même le métro qui va aller gratuitement de l'un à l'autre. Et on peut dire que c'est la France qui a lancé cette idée, c'est la France qui porte cette belle idée de Nuit des musées. Et ainsi, énormément peut-être de visiteurs vont découvrir les musées qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on pense toujours aux musées évidemment d'art, mais c'est tous les musées, aussi bien l'horlogerie, les voitures, enfin absolument tout. Et puis ce sont des musées avec des manifestations spécifiques pour cette Nuit des musées? Oui, parce que je crois que le musée est de plus en plus un lieu de culture, mais c'est aussi un lieu de vie actuellement. Et je crois que les gens aiment de plus en plus leur musée. Les Français adorent leur musée. Et il y a en effet beaucoup d'animations. Par exemple, au Quai Branly, ce soir, il va y avoir des conteurs venus de partout qui vont lire des poèmes, qui vont lire des contes. Il va y avoir, vous savez qu'il y a l'exposition Marie-Antoinette actuellement. Il y a le film de Sofia Coppola, par exemple, qui va être projeté, avec d'ailleurs une opération film à Versailles. Il y a ainsi une opération sur le livre d'art, en particulier au Centre Pompidou, des danses à Fontainebleau, des danses du Second Empire. Enfin, il y a plein de choses, à la fois danse, exposition, théâtre. Enfin, avec cet aspect convivial, ludique. Voilà, avec cet aspect où les gens, je crois que les visiteurs vont venir voir bien sûr des collections, mais en même temps découvrir des expositions particulières et puis se retrouver tous ensemble à un moment finalement très particulier. C'est le soir, c'est la nuit, mais le regard n'est pas du tout le même. Vous pensez justement qu'on visite différemment un musée tard dans la nuit ? Oui, parce que le rapport aux objets n'est pas le même, il y a des ombres, il y a une magie, il y a le sentiment on obtient quelque chose que normalement on n'a pas. Moi je me souviens quand j'étais à Versailles, découvrir les grands appartements la nuit, parfois les petits, c'est vraiment magique. Il y a le sentiment de voir des choses un peu plus par effraction, et puis le rapport aux objets n'est pas du tout le même, bien sûr. Voilà, on profite de cette soirée spéciale sur France 5 pour redécouvrir ensemble quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre exposés dans la capitale. Je vous propose, Madame la Ministre, de nous rendre au musée d'Orsay. On va découvrir l'atelier de Gustave Courbet qui avait fait scandale de son temps. Une enquête d'art réalisée par Lucille Bélanger. À tout à l'heure. Paris, musée d'Orsay. Ancienne gare, ce musée national, ouvert en 1986, présente la création artistique du monde occidental de 1848 à 1914. Peinture, sculpture, objets d'art, photographies traduisent la richesse et la diversité de cette période. Si ces chefs-d'œuvre pouvaient parler, ils raconteraient le formidable voyage qui les a menés jusqu'à nous. Portés par l'histoire et la passion des hommes, leur aventure est souvent hors du commun, rarement imaginée par ceux qui les contemplent. Parmi les œuvres de Gustave Courbet, des portraits, des nus, des grands formats. Un enterrement à Ornans, l'une des premières toiles réalistes. En face, l'atelier du peintre, réalisé en 1855. Une œuvre d'estin hors du commun, au cœur de l'un des plus importants scandales du XIXe siècle. Cette toile représente un atelier fictif, symbole de la place de l'artiste dans la société. Laurence Descartes est conservateur au musée d'Orsay, spécialiste de l'œuvre de Courbet.
le tableau se décompose donc en 3 parties. Une première partie, donc cette partie droite, qui est composée des amis, des soutiens de Courbet, donc le monde des mécènes, des critiques qui le soutiennent. Vous voyez, on reconnaît très nettement bien sûr la figure de Baudelaire, celle d'Apollonie Sabatier, celle de Champfleury, celle de Bruyas. Donc ça, c'est vraiment le monde qui est favorable à Courbet. Au centre, dans la partie en quelque sorte la plus sacrée de la composition, si on prend le principe d'un polyptyque religieux, l'artiste dans l'exercice de son art, en train de peindre dans une fidélité totale à la nature, un paysage pur, identitaire de Franche-Comté. Il est entouré de 2 des sources d'inspiration évidemment les plus importantes de son œuvre, le corps féminin, donc une allégorie de la peinture et de la vérité au centre de cette toile, et puis cet enfant qui représente la naïveté, la pureté de l'inspiration réaliste de Courbet à cette période. Enfin, une dernière partie donc à gauche, partie beaucoup plus symbolique, puisqu'il ne s'agit plus de portraits de personnages immédiatement reconnaissables, mais de types sociaux, politiques. Sur cette partie, Courbet représente la société, les exploiteurs, les exploités, un faucheur, un républicain, un ouvrier. Napoléon III est ici en braconnier de la République. Artiste engagé, Courbet s'attaque au pouvoir en place. Il faut d'abord y voir la vision d'un artiste et accepter sa part d'énigme, sa part de jeu. Et Courbet l'a voulu d'ailleurs de cette manière-là. Quand il écrit à ses amis pour leur parler du tableau dans les années 54-55, il parle bien d'énigmes, de rébus, et il dit même à la fin d'une de ses lettres consacrée au tableau, devinera qui pourra. L'atelier du peintre est une œuvre révolutionnaire. Considéré aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, ce tableau a été pendant longtemps ignoré. Pourquoi? Les critiques reprochent à Courbet son style peu académique. Pourtant, les rayons X nous révèlent qu'il travaille de manière classique. Bruno Motin est conservateur au laboratoire de recherche et de restauration des musées de France. Il a assemblé pour nous les 165 radiographies qui composent le tableau. Si l'on regarde la radiographie, on voit sur la partie gauche du tableau différents personnages. On aperçoit la tête de ce personnage à nez crochu qui tient une cassette qui représente le juif selon la vision de Courbet. On remarque au passage que la tête est vue dans un léger 3/4 alors qu'elle est représentée de profil sur le tableau. Courbet a également modifié la forme de sa palette. On observe que la palette était à l'origine en forme d'ovale, hein, alors qu'elle est actuellement rectangulaire. Lorsqu'il a peint l'enfant, il a donc positionné un personnage supplémentaire et il a dû décaler son chat qui était décalé trop sur la droite. Donc le chat a été repeint et on s'en aperçoit en remarquant qu'il a 2 queues maintenant. On a l'ancien chat et le nouveau chat qui sont peints l'un sur l'autre. Courbet rajoute des personnages et en supprime, comme cette femme, Jeanne Duval, la maîtresse de Baudelaire. Elle est effacée à la demande expresse du poète, qui s'en sépare quelque temps plus tard. L'artiste modifie en permanence sa composition. Quand on regarde ces radiographies, on voit qu'il hésite, qu'il affine, qu'il essaye de trouver la beauté du profil, la courbure de la nuque, qu'il déplace insensiblement des bras ou des mains. Tout ça pour faire quelque chose qui lui convienne et qui se rattache à une esthétique assez fine, assez subtile, hein, bien éloignée du réalisme sous lequel on catalogue bien souvent Courbet. Courbet est certes un peintre réaliste qui veut représenter les gens d'aujourd'hui, mais avec des moyens de peintre, donc avec une volonté d'abstraction, avec un sens pictural, avec un moelleux dans la touche qui est le propre d'un grand peintre. Courbet bouscule les traditions. En 1853, à 33 ans, il traîne déjà derrière lui une réputation sulfureuse. Provocateur, il exprime la réalité telle qu'elle est. Comme ici, dans un enterrement à Ornans. Une scène banale qu'il traite comme une peinture d'histoire. Des portraits sans concession. Le tableau choque pour sa vérité. Courbet rompt avec la peinture néoclassique. Il se démarque du style académique de ses contemporains.
Il rêve de liberté, mais il a besoin d'argent. Il trouve la solution à Montpellier. Au musée Fabre, une vingtaine d'œuvres sont exposées. Les baigneuses. Au salon de 1853, les critiques sont scandalisés par les formes hyper-réalistes du nu, bien éloignées de la vision idéalisée de l'époque. Courbet choque une nouvelle fois. Alfred Bruyas, un riche amateur d'art de Montpellier, achète les baigneuses malgré la polémique. Et il finance le travail du peintre. Bruyas est à la recherche de sa solution artistique, c'est-à-dire imposer l'art moderne, acheter de l'art moderne et surtout enrichir sa galerie et publier et faire le catalogue de sa galerie. Puisque Bruyas, depuis plusieurs années, rédige lui-même le catalogue de sa collection de tableaux. Et pour Courbet, la solution, c'est pouvoir vivre de façon indépendante avec le soutien d'un mécène, en l'occurrence Bruyas, affranchi des codes artistiques de son temps et surtout des commandes extrêmement contraignantes du gouvernement, c'est-à-dire du nouveau régime de Napoléon III. Michel Hilaire, directeur du musée Fabre, nous présente la rencontre, symbole de la relation très particulière entre l'artiste et son mécène. Les deux hommes sont très proches puisqu'ils se mettent en scène dans la campagne montpelliéraine avec cette merveilleuse lumière méridionale, avec Bruyas qui est au centre de la Calas et Courbet de l'autre côté qui se trouve sur le côté droit de la toile. Mais en réalité, Bruyas a une expression relativement humble, fermée, réservée, et celui qui trône en majesté dans le tableau, c'est bien sûr Gustave Courbet, qui plante son bâton de pèlerin, mais son bâton de pèlerin de l'art moderne, pèlerin de l'art nouveau, qui est solidement ancré dans le sol. Il tient un chapeau, son chapeau à la main, et sa silhouette se détache de façon extraordinaire contre le ciel bleu délavé du midi. Il est le défenseur du réalisme en peinture, mais à travers son art, à travers sa propre personnalité, il est au centre de ce mouvement qui est en marche pour imposer le réalisme en peinture. Grâce à Bruyas, son mécène, Courbet peut vivre désormais de son art sans dépendre du pouvoir. Artiste novateur, il n'hésite pas à se servir des techniques de son temps, comme la photographie. Retour au musée d'Orsay au cabinet des arts graphiques. Dominique de Fonréau est conservateur en charge de la collection de photographie. Quels sont les liens entre ce nouveau procédé artistique et l'atelier du peintre? Courbet a besoin d'une photographie pour une raison pratique. C'est que faire poser une femme nue dans les années 1850 à Ornans, c'est pas complètement facile. Autant il y a des modèles à Paris, autant c'est moins vrai en province à cette époque-là. Et puis l'autre point qui est plus intéressant à mon avis, et même si c'est un peu une hypothèse puisqu'on n'a pas trouvé quelque chose qui le valide directement, c'est que comme l'atelier est aussi une forme de référence à son œuvre passée, et comme ce modèle est aussi le modèle qui a pesé pour les baigneuses, d'une certaine manière, en choisissant la photographie de Ballot de Villeneuve, il référence sa propre peinture, fait allusion aux baigneuses, et fait allusion à ce nu des baigneuses qui a choqué par une grande vérité d'apparence, et donc il permet comme ça de faire un lien avec sa propre œuvre. D'une certaine manière, il n'est pas là pour copier directement la photographie, mais pour s'en affranchir, et de la même façon qu'il le fait pour les sources picturales anciennes ou contemporaines. Courbet est un véritable précurseur. En 1855, il peint l'atelier du peintre pour l'exposition universelle. Cet événement mondial, organisé à Paris, accueille pour la première fois les beaux-arts. Les artistes les plus célèbres s'y pressent. Pour lui, l'atelier sera le clou de la manifestation. Courbet envoie 14 toiles. Le jury en accepte 11, mais refuse l'atelier du peintre et un enterrement à Ornans. Motif, son style est jugé désastreux pour l'art français. Courbet ne désarme pas. Il organise une exposition personnelle à entrée payante, un défi à l'institution.
L'exposition individuelle payante ne se pratique pas encore. Pour nous, c'est quelque chose de très familier parce que c'est lié complètement à l'art moderne et contemporain. Courbet est un des premiers, sinon le premier, à imposer je dirais le contrôle de l'artiste sur la médiation de ses œuvres, sur leur exposition, sur leur compréhension, puisqu'en plus il accompagne son exposition d'un livret avec un texte qui est intitulé Le réalisme et qui est une vraie déclaration d'intention de la part de l'artiste. Ça, c'est complètement nouveau. L'artiste refuse le système officiel et décide de prendre en quelque sorte son destin en main. Et là, on a si vous voulez, une logique d'indépendance qui se met en place et qui sera confirmée par la génération suivante, celle de Manet et des futurs impressionnistes, encouragée aussi par la montée en puissance du marché de l'art et des galeries. Pour présenter l'atelier du peintre, Courbet fait construire un pavillon avenue Montaigne, à 2 pas de la manifestation officielle. Mais le public n'est pas au rendez-vous. L'exposition Courbet ne rencontre pas le succès espéré. Eugène Delacroix, l'un des rares visiteurs, écrit dans son journal à propos de l'atelier. Je vais voir l'exposition Courbet, qu'il a réduite à 10 sous. J'y reste seul pendant près d'1 heure, et je découvre un chef-d'œuvre dans son tableau refusé. Je ne pouvais m'arracher de cette vue. Courbet bénéficie d'une certaine publicité, celle des critiques et des caricaturistes. À la bibliothèque du musée d'Orsay, le plus gros hebdomadaire de l'époque. C'est un numéro de l'illustration de juillet 1855. Nous sommes donc au cœur de l'exposition universelle de 55. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Quillembois a parfaitement saisi, bien entendu, la composition en 3 parties au fond du tableau de Courbet, avec le monde qui était favorable à l'artiste sur la droite, et puis surtout cette partie centrale qui est de très loin celle qui est la plus présente dans le tableau, avec évidemment une allusion à la matérialité de la peinture de Courbet et à sa technique, avec vous voyez, un pinceau qui tient plus du pinceau en bâtiment que du pinceau pour artiste, pour là encore épingler les manières très peu orthodoxes de Courbet par rapport à l'enseignement académique de la période. Les critiques lui reprochent sa mégalomanie. Courbet tire profit de la polémique. C'est un moyen de diffusion de l'œuvre, tout simplement. À l'époque, la photographie de la reproduction de l'œuvre d'art est encore tout à fait naissante et balbutiante. Donc la caricature, qui est une déformation des œuvres, permet quand même, bien sûr, leur diffusion. Et la diffusion du scandale et de la polémique qui accompagne la présentation de ces œuvres. Donc c'est une formidable chambre d'écho qui est proposée au fond à Courbet avec une page pareille dans l'illustration. Courbet conserve sa toile maudite roulée dans son atelier. Bruyas, son mécène, ne le soutient plus. Il doit trouver de nouveaux clients. Il délaisse la peinture engagée pour des paysages et des nus. Un diplomate turc lui commande un nu provocateur, l'origine du monde. Jusqu'en 1995, la toile passe entre les mains de propriétaires discrets. Le dernier en date, le psychanalyste Jacques Lacan. Peintre contestataire, Courbet est entraîné dans un scandale politique. 1870, la France est en guerre contre la Prusse. Parce qu'il rêve de paix, il propose au gouvernement de déboulonner la colonne Vendôme, symbole des guerres napoléoniennes. 1871, il soutient l'action de la Commune. Quand les communards détruisent la colonne Vendôme, Courbet en est tenu pour responsable. Pendant cette période, l'atelier du peintre disparaît de la circulation. Lorsqu'il a été élu de la Commune au printemps 71, il n'a pas participé à la destruction de la colonne. On n'a absolument aucune preuve de cet engagement, ni même de sa présence le jour de la destruction de la dite colonne. Donc il a servi de bouc émissaire, si vous voulez, par rapport à la Commune, et on s'est accroché à cette histoire de la colonne qui lui a été immédiatement associée dans la caricature politique du temps, qui a été très très féroce à l'égard de l'engagement de Courbet. Il est tout le temps représenté avec la colonne. C'est vraiment la figure du colonnard qui remplace celle du peintre, en fait, à cette période. Et c'est une situation assez douloureuse dont il ne se sortira pas. Accusé à tort, sa carrière est brisée. Piégé par son engagement politique,
Il est condamné à 6 mois de prison. Courbet est rejeté du monde artistique. Refusé au salon de 1872. Il renonce à montrer ses œuvres à l'exposition universelle de Vienne en 1873. Le scandale politique le poursuit. On le condamne à payer la réparation de la colonne Vendôme. Il s'exile en Suisse. Malade, couvert de dettes, il meurt ruiné à l'âge de 58 ans. Jusqu'à sa mort, l'atelier tombe dans l'oubli. Sa sœur Juliette hérite du tableau. Elle le met en vente à l'hôtel Drouot. Le marchand d'art Haro l'achète 21 000 francs. Une misère. En 1897, il sert de rideau de scène d'un théâtre dans l'hôtel particulier d'une riche veuve. En 1919, le marchand de tableaux Barbazange le rachète 600 000 francs. Un acheteur américain en propose 1 million. Le Louvre entre alors en pourparlers pour l'acquérir. Le musée fait appel à des donateurs, la Société des Amis du Louvre. Coup de théâtre, l'atelier est au cœur d'une nouvelle polémique. Louis-Antoine Prat, vice-président de la Société des Amis du Louvre, nous fait part de la controverse. Un certain nombre de membres anonymes ont fait une espèce de lettre assez violente disant mais on ne devrait pas acheter ce tableau. On ne devrait pas acheter ce tableau. En fait, ils donnaient des raisons esthétiques qui étaient qu'on comprenait mal la composition, que la perspective n'était pas juste, qu'on ne voyait pas la jambe droite de Courbet, ce qui est vrai que quand on regarde le tableau et qu'on voit le peintre, on ne comprend pas où est sa jambe droite. Bon, ce sont des détails. En fait, ce qui les choquait particulièrement, c'était la personnalité de Courbet, en fait. Parce que même en 1919, même après la fin de la Première Guerre mondiale, beaucoup de gens n'avaient pas oublié que Courbet était l'homme qui avait déboulonné la colonne Vendôme lors de la Commune et donc en voulait encore à cette grande figure de la peinture française. Le Louvre acquiert le tableau pour 700 000 francs. 65 ans après avoir été peint, l'atelier, objet de scandale, trouve enfin sa place dans un musée. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Les trésors artistiques contenus dans nos musées nationaux sont envoyés en province. Que devient l'atelier de Courbet pendant la Seconde Guerre mondiale? Nous retrouvons sa trace au Louvre, aux archives des musées nationaux. Des centaines de dossiers consacrés aux péripéties des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans celui-ci, la liste des tableaux évacués dès le 1er septembre 1939. Ici, nous voyons que le 1er septembre 1939, sur une remorque à décor, les tableaux de grand format ont été évacués. Nous retrouvons l'atelier de Courbet, en même temps que d'autres tableaux de grand format, comme le massacre de Sceaux de Delacroix ou le radeau de la Méduse de Géricault. Donc ces listes étaient dressées dans la cour du Louvre par les hauts fonctionnaires qui avaient la responsabilité des collections nationales. L'atelier du peintre quitte le Louvre. Direction, le village de Saint-Symphorien dans la Sarthe. Jean de Foucauld est l'actuel propriétaire du château de Sourches. En 1939, le château est réquisitionné pour devenir une annexe du musée du Louvre. Quand l'atelier du peintre arrive ici pour la première fois, il est absolument certain qu'il passe par ce perron qui conduit au grand salon. Les équipes du Louvre avaient mis des plans inclinés contre les marches du perron et ont poussé tout doucement le tableau. Par ce moyen, c'était assez facile de faire passer les toiles dans les pièces importantes du rez-de-chaussée. Ce tableau a voyagé dans la maison et après avoir séjourné dans les salons du rez-de-chaussée, au moment de la libération, pour des raisons de sécurité, pour le mettre à l'abri d'éventuels bombardements aériens, on a pris la décision de le mettre encore plus en sécurité dans les sous-sols. En
Entre ces murs, pas moins de 400 œuvres entreposées. Nous nous trouvons dans les sous-sols du château, qui, comme vous le voyez, sont assez vastes, et notamment très haut de plafond, il y a à peu près 7 ou 8 mètres. Et c'est d'ailleurs la raison qui a fait qu'ils avaient été choisis par le musée du Louvre pour l'entrepôt pendant la guerre des grandes toiles et des grandes œuvres. Les plus grandes étaient d'ailleurs disposées dans cette galerie, contre les murs, contre les parois, et les toiles étaient emballées, empaquetées dans de grandes caisses de bois dont nous avons encore quelques vestiges dans le caveau principal. Pour éviter les pillages, 25 gardes veillaient en permanence sur ce trésor national. Au moment de la libération, le conservateur de l'époque, Germain Bazin, prit une dernière précaution. Tout à fait à la fin de la guerre, il y avait les mots « Musée du Louvre » qui étaient matérialisés par de grandes lettres découpées dans du bois, peintes en blanc, et posées à une 50aine de centimètres du sol pour porter ombre, de façon d'être parfaitement lisible depuis le ciel. Et le choix de cette première avant-cour qui est à l'ouest était tout à fait judicieux, puisque les avions alliés, les avions américains notamment, arrivaient plutôt de la direction de l'Angleterre et des plages du débarquement qui sont dans cette direction. Donc on voulait éviter qu'on prenne le château de Sourches pour un objectif ennemi, et en mettant musée du Louvre, c'est un peu comme si on mettait la Croix-Rouge pour protéger des dévastations de la guerre, ce lieu rempli de merveilles, des trésors nationaux. 1946, l'atelier du peintre est de retour au Louvre. En 1986, cette œuvre maîtresse entre au musée d'Orsay. Dans quelques jours, pour la première fois, l'atelier va quitter ce mur pour l'exposition Gustave Courbet au Grand Palais. Un événement exceptionnel. Cette fois, ce sont ses dimensions et son poids qui posent problème. Le plus gros risque, c'est un risque de déchirure de la toile, parce qu'en fait, un grand format, lorsqu'il est décadré, c'est comme une grande voile de bateau. Donc, il faut une coordination totale des mouvements de l'équipe qui va transporter en fait le tableau et qui va le poser notamment sur le traînard et le sortir du traînard. Et cette coordination, c'est exactement comme une équipe, je dirais, de voile. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la moindre torsion peut amener une déchirure de la toile. Déplacer une œuvre de cette taille relève de l'exploit. Conservateurs et historiens d'art sont aujourd'hui unanimes. Malgré ses zones d'ombre et sa part d'énigmes, l'atelier du peintre est une œuvre majeure du XIXe siècle. Une étape essentielle dans l'histoire de l'art. Voilà pour l'histoire de l'atelier de Courbet. Courbet qui, Madame la Ministre, a eu les honneurs du Grand Palais avec une magnifique exposition qui a très bien marché. Ça a très bien marché en effet. Je crois que c'était un moment de redécouverte de Courbet. Et il y avait des œuvres absolument exceptionnelles. J'ai particulièrement en mémoire le Bonjour Monsieur Courbet, où on voit le peintre qui rencontre d'ailleurs son marchand de tableaux et qui est en pleine lumière du jour et qui sort justement de toutes ces lumières parfois un peu plus sombres de la ville pour être en pleine nature, et c'est un tableau magnifique. Alors j'imagine que vous êtes plutôt satisfaite de la fréquentation des musées en 2007 puisque cette fréquentation est à la hausse. Elle est tout à fait à la hausse, et je crois que c'est plus 6% en 2007. Et il y a vraiment un rapport très particulier entre les Français et leurs musées. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, je crois que les musées font tout pour attirer justement de plus en plus de visiteurs. Et actuellement, c'est vrai, on mène aussi une expérimentation sur la gratuité. Pour voir un petit peu, c'est une étude qui avait été demandée par le Premier ministre, le Président de la République, pour voir un petit peu au fond ce qui se passe. Et ici, justement, au Quai Branly, il y a une visite pour les jeunes, c'est-à-dire les 18-25 ans,
le samedi soir, justement, de 18 à 21h. Et c'est une expérience très intéressante. C'est le cas de 4 grands établissements de Paris et aussi de 14 monuments et musées de province. Et on va voir fin juin, on étudiera un petit peu tous ces résultats. Donc pour l'instant, vous n'avez pas encore une idée précise de ce qui va se passer par la suite. Vous ne savez pas encore si la gratuité va devenir... Je crois que la gratuité est certainement un beau thème. Il faut voir sans doute si on peut mettre en place des gratuités ciblées. Enfin, c'est tout ça qui mérite d'être développé. Mais je crois que c'est un thème à retenir parce que c'est un moyen de faire venir quand même En même davantage. temps, la gratuité a un coût, j'imagine, Voilà. très Et en lourd. même temps, elle a un coût. Et en même temps, il y a le fait que la culture aussi a un prix et que si c'est raisonnable, or actuellement il y a à peu près, il y a déjà un quart des visiteurs qui sont exonérés déjà aujourd'hui. Donc c'est beaucoup, il y a beaucoup d'exonérations. Il ne faut pas mettre en cause l'idée que la culture a aussi un prix. Donc nous devrons trouver, je crois, la juste voie entre tous ces éléments. Faire venir de nouveaux publics et davantage, et en même temps garder aussi les moyens, bien sûr, de mener notre politique de musée. Est-ce que certains publics restent toujours, à votre avis, intimidés par les musées? Est-ce que les jeunes, par exemple, vous avez du mal à les faire venir dans les musées? Justement, je crois qu'en effet, certains publics ne viennent pas spontanément. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est ce qu'on fait en ce moment avec Xavier Darcos, de faire des systèmes de jumelage, finalement, entre les établissements scolaires et les établissements culturels, dont les musées, de façon à ce qu'il y ait une espèce de rapport plus naturel. Oui, il paraît que les jeunes qui ne vont pas avant 18 ans dans un musée n'y vont plus par la suite. Ben ça c'est terrible, c'est pour ça qu'il faut absolument que les familles viennent. Et je trouve que la nuit des musées c'est vraiment formidable parce que quand on y va, on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles entières, parfois plusieurs générations. C'est vraiment un peu, c'est une fête familiale la nuit des musées. Alors ça veut dire aussi que l'enseignement de l'art, c'est capital. Alors j'aimerais que vous nous disiez où on en est aujourd'hui de cet enseignement obligatoire. Est-ce qu'à la rentrée 2008, on va enseigner l'art dans les écoles? Oui, à partir de la rentrée prochaine, il va y avoir en effet l'enseignement de l'art et dès 2009, une épreuve obligatoire au brevet des collèges et des options plus importantes et mieux cotées justement au baccalauréat, de façon à ce qu'il y ait quand même toute une incitation. Nous à la culture, on va aussi s'impliquer dans la formation des maîtres, et des professeurs dans les... Le fait que les enseignants n'avaient pas envie d'avoir cette charge en plus? C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une charge, mais en même temps, l'idée, c'est que l'éducation artistique soit portée un peu par toutes les matières. Et la circulaire et les instructions, justement, qui sont données, c'est que certes, il y a des cours sur l'histoire de l'art, bien sûr, mais qu'aussi les cours de littérature s'occupent aussi d'histoire de l'art. En mathématiques, vous pouvez étudier l'architecture. En réalité, il ne doit pas y avoir de séparation artificielle entre l'art d'un côté et les autres disciplines de l'autre, mais bien un dialogue entre ces disciplines. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Alors, je vous ai connue présidente du château de Versailles. Au départ, vous étiez une femme de lettres. J'aimerais savoir, avec le temps, justement, comment vous vivez la culture vous-même en tant que femme. Est-ce que certains musées vous parlent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a un panthéon d'artistes qui vous sont particulièrement chers? Qui touche particulièrement Christine Albanel? On a tous des panthéons personnels. Je peux peut-être pas dire tel ou tel musée. Encore que par exemple je garde un souvenir, ça remonte maintenant de longues années, du musée imaginaire tel qu'il avait été présenté à la Fondation MEC, parce que ça avait été un moment d'émotions successives extrêmement fortes. C'est vrai qu'à titre personnel, il y a des choses que j'aime particulièrement. J'aime bien le design, par exemple. J'aime bien Pullman, Prouvé, etc. Ça m'intéresse. Je crois que j'aime beaucoup une peinture abstraite des années 50-60, les Nicolas de Staël, Poliakov, Delaunay, etc. Je suis très, très sensible à ça, très, très colorée, très présente. J'aime beaucoup la sculpture aussi. Vous alliez vous-même jeune dans les musées ou pas tellement, hein, ou c'était un univers proche, familier, pas tellement? J'y allais, moi j'habitais Toulouse. Et alors j'allais au Jacobin un peu, mais par contre quand on faisait des déplacements, un petit voyage, j'aimais bien en effet. Je me souviens d'heures innombrables passées à la Courtauld-Galerie à Londres avec les Giacometti justement et tous ces portraits de Diego dans cet espace qui est un petit espace beaucoup plus intime que la Tate ou que la National Gallery.
Et ou quand on était, je sais pas, dans le sud-est, telle exposition Van Dongen qui était à Nice, je me souviens. Enfin, ce sont des flashs comme ça. Et j'allais souvent dans les musées voir des expositions, souvent en vacances. Et ce sont des grands souvenirs aussi liés au bonheur des vacances. Bien sûr. Et vos goûts, j'imagine, ont vraiment évolué avec le temps, avec les années, avec la connaissance, hein? Oh oui, ça évolue naturellement. Et puis il y a des découvertes. Par exemple, toute la figuration qui est actuellement au Grand Palais, toute cette figuration narrative. Bon, mais c'est un moment de découverte très très intéressante. J'ai bien aimé rencontrer tous ces artistes et voir en plus tous ces artistes comme Télémaque, Monori, qui étaient là le soir du vernissage et qui étaient là en train de commenter leurs tableaux. Et c'est toujours un grand privilège de discuter des tableaux avec les artistes. Par exemple, si vous voyez un Soulages avec Soulages, c'est un moment extraordinaire parce qu'il fait parler le noir d'une façon incroyable. Oui, c'est pour lui la couleur. C'est la couleur, et il a une façon dont il en parle avec infiniment de poésie, un peu comme le ferait René Char, auquel d'ailleurs il ressemble. Alors pour revenir à cette 4e nuit des musées, le bonheur, ce serait que ça devienne une soirée de liesse qui s'installe d'année en année, un peu comme la fête de la musique quand elle avait été créée. Je crois que oui, le bonheur c'est que tout le monde se promène, sorte, qu'il fasse beau si possible, c'est mieux. Et c'est le partage. Oui, c'est ça, c'est un moment de partage. Je me souviens l'an dernier, j'étais par exemple au musée Rodin, il y avait une œuvre de Viola. Et les gens étaient vraiment très heureux à la fois de regarder, de voir les sculptures de Rodin la nuit comme ça dans le jardin. Cette œuvre de Viola, il y avait aussi un mélange comme ça entre l'art très contemporain et puis plus traditionnel. Et oui, je crois que c'est un moment très heureux. D'ailleurs, les gens sont très gais. Si vous les regardez, ils se parlent, ils découvrent. C'est un moment de bonheur. Merci en tout cas d'être venu nous parler de cette 4e nuit des musées. On va poursuivre notre flânerie nocturne. On va retourner au musée d'Orsay pour parler d'un photographe que vous connaissez sûrement, Nadar. Oui, bien sûr. Voilà, Pierrot, photographe. C'est une photographie qui avait été au cœur d'un procès retentissant au 19e siècle. C'est ce que va nous raconter à présent Lucille Bélanger dans cette enquête d'art. Merci Madame la Ministre. Merci. Pierrot, photographe, une œuvre tirée d'une série de photographies consacrée à un personnage célèbre du 19e siècle, le mime de bureau. Réalisée en 1854 par Félix Nadar et son frère Adrien, elle sera au cœur d'un conflit entre les deux hommes. Boulevard du Temple dans le 11e arrondissement à Paris. Surnommé boulevard du crime pour les meurtres joués chaque soir dans ces théâtres. Empoisonnement, assassinat, enlèvement, la bohème et le Paris populaire raffolent de ces mélodrames. Un Paris oublié, ressuscité grâce au film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis. Théâtre historique, délassement comique, folie dramatique, pas moins d'une vingtaine de lieux de spectacle. Dans la rue, des pantomimes, des bonimenteurs, des acrobates. Au théâtre des Funambules, un acteur triomphe chaque soir, le mime de bureau. Personnage lunaire, il conteste l'ordre établi à la grande joie du public. Le mime de bureau, un personnage idéal pour une photographie de légende. Direction le musée d'Orsay, au cabinet des arts graphiques. Françoise Elbrun est conservateur, spécialiste de la photographie. Elle nous présente Pierrot, photographe. Il est en train de prendre une photographie, c'est-à-dire qu'on le voit mettre la plaque du négatif dans l'appareil et d'un geste de la main indiquer au modèle qu'il doit regarder vers l'appareil. Cet éclairage assez violent met en valeur
à la fois la silhouette du mime, qui est perdue dans cette espèce de grand costume à plis, dont les plis sont mis en valeur par aussi l'ombre et la lumière, et surtout le visage extrêmement maigre, extrêmement caractéristique. Et cette espèce de petite toque permet de mettre encore l'accent sur les traits du visage. Cette photographie sera au cœur de l'un des procès les plus retentissants du XIXe siècle. Symbole d'une guerre sans merci entre deux frères, Adrien et Félix Tournachon, dit Nadar. Félix Tournachon débute sa carrière comme journaliste. Doué d'un sens inné de l'observation, il devient caricaturiste sous le pseudonyme de Nadar. Opposé au pouvoir en place, il collabore à plusieurs journaux satiriques et fréquente la bohème littéraire. En 1854, avide de notoriété, il constitue un immense portrait de groupe. Le Panthéon Nadar, c'est un cortège de plus de 200 célébrités du XIXe siècle, dont Nadar pense qu'elles sont les plus représentatives de la modernité des années 1850. Derrière le buste de George Sand, Balzac, Hugo, Proudhon, Nadar n'oublie pas de se représenter bien en évidence, assis en marge du cortège. L'objectif du Panthéon, pour Nadar, il est de faire sa propre promotion, c'est-à-dire de détourner les moyens mis en œuvre à la louange d'Hugo, Sand, Lamartine, à ses propres fins, et de se mettre en scène comme l'homme orchestre de cette modernité. C'est-à-dire celui qui distribue les lauriers, qui décide de qui y sera, qui n'y sera pas. Nadar caricature les personnages comme il les photographie, et s'il s'intéresse à un mime comme de bureau, c'est parce qu'il y a une expressivité du mime, une expressivité du visage. De la même manière que ces caricatures sont une quête d'expressivité, sont l'idée de dévoiler la vérité d'un personnage. Le Panthéon est un fiasco financier mais assure la notoriété de Nadar. Il délaisse la caricature et explore une nouvelle voie, la photographie. Nadar paie à Adrien, son jeune frère, des leçons chez un photographe réputé et lui loue un atelier au 11 boulevard des Capucines. Très vite, l'atelier d'Adrien est au bord de la faillite. Il appelle Félix à la rescousse. Félix Nadar demande alors au célèbre mime Charles de Bureau de venir poser pour eux. La photographie en est à ses débuts. Véritable précurseur, Félix et Adrien ont recours à une technique révolutionnaire pour réaliser cette photo du mime. Direction Chalon-sur-Saône, le musée Niepce consacré à la photographie. Kim Timby, en charge des collections, nous emmène dans les réserves. Nadar avait le choix entre trois procédés, essentiellement le daguerreotype, qui était cette image sur métal très brillante, comme un miroir. C'est une image unique, donc cela veut dire que la plaque de métal qui est devant nous maintenant est la plaque qui était dans l'appareil photographique. Et aussi deux sortes de procédés négatifs-positifs, un négatif sur papier ou un négatif sur verre. Félix et Adrien utilisent un négatif sur verre enduit d'un mélange de coton, d'alcool et de poudre, le collodion. Cette invention bouleverse la photographie. Le collodion était un peu plus sensible à la lumière, c'est-à-dire plus rapide, et permettait de faire la photographie en moins de temps, donc de faire des images un peu plus spontanées. Quelques secondes suffisent pour obtenir une image. Le nombre d'épreuves est illimité. Les deux frères tirent la photographie du mime sur du papier salé de grand format, une première. Pour faire une grande photographie, il fallait un grand appareil photographique, ou chambre, comme on disait à l'époque. Le principe était toujours le même, c'est la taille de la chambre en fait qui changeait selon la taille de la photographie qu'on voulait réaliser.
Vous voyez ici le verre dépoli sur lequel le photographe pouvait visualiser son sujet avant de l'enregistrer. Et donc pour la photographie de mime de Nadar, la chambre était, vous voyez, grande comme ça, parce que l'image finale est de ce format-là. Comment se passent les séances de pose? Qui est le véritable auteur des photographies du mime? Direction le studio Harcourt à Paris. Depuis les années 30, les plus grandes stars passent sous les objectifs de leurs photographes. Marie Blin a accepté de refaire pour nous Pierrot photographe avec les techniques d'aujourd'hui. Un véritable challenge car Félix et Adrien travaillent à l'époque uniquement en lumière du jour. Ce tissu, c'est vraiment l'image de ce que faisait Nadar. Au début, il y a des grandes bâches comme ça sur lesquelles il travaillait. Il se servait de bâches comme fond. Voilà, qui étaient ou claires ou foncées, et puis qui prenaient des tonalités différentes selon la lumière du jour. On pourra se faire un essai plus contraste pour essayer de reproduire la pellicule un peu plus dure de l'époque. Ah oui, tout à fait. Côté coulisses, le mime Gerasim reproduit au détail près le maquillage de De Bureau. Côté scène, Marie et Antoine testent les éclairages. Le principe, c'est de retrouver la lumière du jour avec laquelle Nadar a travaillé. En pensant à peu près l'heure à laquelle il a pu travailler, parce qu'à ce moment-là, les ombres sont aussi différentes sur le fond, et d'avoir un éclairage quand même assez contrasté, assez fort, et en étant précis par rapport aux ombres. Hein, penche un tout petit peu sur le côté gauche. Vous allez mettre, je veux bien que vous mettiez votre main en place, voilà, pour voir, mais on est encore trop large. De quoi? Au niveau de l'en bas droite. Pour moi, on est trop large. Chaque mouvement est important, même quand il va lever le bras. L'ombre prend plus d'importance, donc on est vraiment obligé de détailler comme ça. Donc c'est vraiment le travail de la lumière, 10 cm par 10 cm. Voilà, merci. Voilà, exactement. On est pas mal. Hein. Voilà. Voilà, exactement. Il a cette petite expression dans la bouche. Il fallait vraiment avoir le regard quand même déjà très pointu à l'époque, parce qu'on n'avait pas l'objectif, on ne travaillait pas en direct, donc on n'avait pas la même souplesse et la même facilité. Donc ce qui rendait le travail encore plus difficile et plus précis. On retrouve bien l'ambiance lumière du jour. Ça, c'est surtout important au niveau de la luminosité. Globalement, je pense qu'on est quand même, on a pu restituer l'ambiance de Nadar avec le Pierrot. Lors de la séance de pause, Félix et Adrien réalisent une série de portraits en reprenant différentes attitudes du mime. Qui fait la mise en scène? Adrien, l'éternel second, ou Félix, l'entrepreneur? Il est probable, si vous voulez, que c'est Adrien qui a pris les photos sous la direction de Nadar. Il est probable que c'est Félix Nadar qui a choisi les attitudes en accord avec Charles de Bureau, le mime. La collaboration avec le modèle est très importante et je pense que c'était plus Félix Nadar qui était capable de la voir que Adrien. Adrien Tournachon ne serait qu'un simple technicien et Félix Nadar l'auteur de la série. Pourtant, Adrien est un photographe reconnu sur la place de Paris. Grâce aux photographies du mime, son atelier se porte mieux. Étouffé par la personnalité de Félix, il lui annonce qu'il souhaite voler de ses propres ailes et rompt toute collaboration avec son frère. Félix retourne dans son atelier rue Saint-Lazare. Il réalise une série de portraits conservés au musée d'Orsay.
Ce qui est caractéristique de ces premières photos prises dans le jardin, c'est leur éclairage assez expressionniste. Vous voyez, les visages sont toujours soulignés par l'ombre découpée sur le drap, puisqu'il étendait un drap. Et c'est un éclairage assez sensuel, en particulier dans ce portrait très beau de Gustave Doré. Ce portrait de Théophile Gautier est remarquable et montre l'intérêt que Nadar portait au costume et à la façon dont le costume caractérisait la personne. Vous voyez, Théophile Gautier était aussi extraverti que Nadar lui-même, et ça se sent dans cette espèce de force tranquille, cette présence extraordinaire et ce côté un petit peu débraillé d'artiste en même temps. Baudelaire, au contraire, est représenté comme un dandy. Il a allongé la silhouette de Baudelaire, ce qui lui donne encore une plus grande distinction. Ici, vous avez la cantatrice qui était aussi célèbre que la Calas à l'époque, Rosine Stolz, qui est une femme qui n'est plus tout à fait jeune, mais en même temps qui est photographiée. Vous voyez la façon dont le châle, la légère torsion imprimée au buste est tout à fait remarquable, ainsi que l'éclairage du visage. Alors, le lien de ces portraits avec la série de photographies du mime de bureau, c'est en fait la recherche de l'expression à la fois du visage et de la silhouette, qui est tout à fait caractéristique et qui fait que de chaque portrait, une personnalité unique. Saisir la personnalité, comme dans une caricature. Félix Nadar révolutionne l'art du portrait. En 1855, l'exposition universelle ouvre ses portes à Paris. Pour la première fois, elle accueille les beaux-arts et la photographie. Grâce à ses relations, Félix réussit à y présenter les photos de la série des Pierrot, et l'album remporte une médaille d'or. Ironie du sort, la récompense est uniquement attribuée à Adrien. Profitant de la réputation de son frère, il commercialise la série du mime de bureau sous le nom de Nadar Jeune. Trahi, Félix traîne son frère en justice. Direction le tribunal de commerce où s'est tenu le procès. Ce que Nadar n'a absolument pas supporté, c'est que son frère Adrien s'approprie le nom de Nadar qu'il s'était lui-même donné à la sueur de son front et qu'il avait gagné notamment grâce à son panthéon et grâce à son talent de caricaturiste. Il avait l'impression que vraiment on s'en prenait à lui. On disait que ce nom de Nadar, c'était le nom d'un caricaturiste mais non pas d'un photographe. Adrien revendique la paternité des photographies du mime de bureau. Le procès s'enlise. C'est absolument ce problème de nom et d'identité qui est le plus capital dans le procès. Mais il y a quand même aussi la question de tout l'argent que Nadar a apporté, toute l'aide qu'il a apportée, le fait que c'est lui qui a trouvé de bureau, qu'il connaissait parfaitement. Enfin, le fait qu'il s'est constamment dépensé pour son frère et que son frère ne lui en a jamais été gré. Un an plus tard, le verdict tombe. Félix perd le procès en première instance. Entre les deux frères, la bataille fait rage. Dans les archives du musée d'Orsay, un document unique, le compte-rendu du procès en appel. Nadar, lorsqu'il fait appel, décide de mettre toutes les chances de son côté, trouve des juristes parfaitement éclairés, et puis surtout, il raconte tout et tous les griefs qu'il a contre son frère. Il explique que c'est lui qui, en fait, a créé l'atelier de son frère, qui lui a fait prendre des leçons de photographie. Il explique surtout qu'il est photographe. Il explique ce que c'est que de faire de la photographie en créateur. Pour sa défense, Félix déclare: La photographie est à la portée du dernier des imbéciles. Ce qui ne s'apprend pas, je vais vous le dire, c'est le sentiment de la lumière. Ce qui s'apprend encore beaucoup moins, c'est l'intelligence morale de votre sujet. Fin 1857, Félix récupère enfin l'usage exclusif de son pseudonyme. Plus aucun tirage de la série des Pierrot ne sortira de l'atelier d'Adrien. Réhabilité, Félix Nadar s'installe dans un nouvel atelier au 35 boulevard des Capucines. Sur la façade, en rouge, sa signature. Un intérieur luxueux. Sous ses ordres, une cinquantaine d'assistants.
Nadar devient un photographe commercial. C'est la mode de la carte de visite. Une invention brevetée par un photographe et homme d'affaires de génie, Eugène Disdéry. Sur une même plaque, 8 prises de vue différentes. Des tirages à 1 franc pièce, 100 fois moins cher que les portraits du mime de bureau. Alors ça a fait fureur et naturellement, tous les photographes, les portraitistes ont été obligés de s'y mettre. Et Nadar en a fait naturellement. Et on voit ici ce portrait, par exemple, de Offenbach, qui ne montre pas une grande recherche esthétique, aussi bien dans la lumière que dans la position du modèle, que surtout dans le mobilier, qui est cette espèce de colonne sans intérêt que l'on voit dans tous les ateliers et qui vulgarise en fait cette conception du portrait. Mais heureusement, Nadar, lorsqu'il était fasciné par son modèle, continuait de faire des portraits qui étaient une véritable création esthétique. Et c'est le cas de la jeune Sarah Bernard, qui débutait dans sa carrière d'actrice et dont Nadar a fait toute une série de portraits. Nadar se désintéresse du portrait et se lance dans de nouvelles aventures. Il veut emmener sa chambre photographique partout, comme le chevalet d'un peintre. Il décide de prendre un peu de hauteur. Passionné d'aérostation, il réalise la première photographie aérienne de Paris. Nadar ne s'arrête pas là. Il explore un endroit insolite, les catacombes. Françoise Elbrin nous emmène dans ce dédale d'ossements déposés dans ses anciennes carrières à la fin du XVIIIe siècle. Un lieu mystérieux, très prisé par la bohème. L'endroit idéal pour Nadar pour tester une nouvelle invention, l'éclairage artificiel. C'est exactement à cet endroit-là que Nadar a pris une de ses photographies des catacombes en 1861. On venait de découvrir l'éclairage artificiel au magnésium. On faisait brûler un fil de magnésium, c'est une sorte de métal très léger, et ça donnait un éclairage très puissant. Mais il fallait le refléter, cet éclairage, parce que sinon ça donnait des ombres trop fortes. Alors il a mis un verre dépoli devant l'objectif, ça ne suffisait pas. Il a mis aussi des réflecteurs. C'est très intéressant parce qu'il a toujours dit, quand il faisait des portraits, qu'il fallait utiliser des éclairages combinés, différents éclairages combinés. Ça, c'est tout à fait... Et les photographies des catacombes qu'il a faites sont tout à fait saisissantes. Nadar passe 3 mois dans les catacombes. Son travail est couronné de succès. Mais le côté abstrait de ces images annonce la fin d'une époque. 1862, Paris change de visage. La capitale passe de 12 à 20 arrondissements. Boulevard du crime, les théâtres sont démolis. Le baron Haussmann rase une partie du boulevard du Temple pour percer la place de la République. Le théâtre des Funambules ferme définitivement ses portes. Le mime de bureau fait ses adieux au public. La série des Pierrot tombe dans l'oubli. En 1880, un autre mime, Charles-Alexandre Guyon, achète à l'atelier Nadar l'album des Pierrot. Que deviennent les photographies du mime de bureau? L'histoire de l'album est intimement liée à celle des collections photographiques. Serge Plantureux est un marchand d'art passionné de photographies anciennes. À la fin du XIXe siècle, de nombreuses collections se constituent, mais les 2 guerres mondiales viennent briser cet élan. Dans l'après-Seconde Guerre mondiale, les gens ne s'intéressent pas aux choses anciennes. On détruit beaucoup. L'Europe est à reconstruire, les gens ne s'intéressent pas à ça, et la photo elle est jetée. La photo, personne ne s'en occupe, mais vraiment personne. Et quand même, quelques collectionneurs sont alarmés et on va conseiller à un jeune libraire, qui est le fils d'un libraire de la rue Gosselin, de ramasser en fait toutes les piles de photographies qui n'a souvent même pas besoin de payer, puisque les institutions même les jettent quand il y a des dons ou qu'on récupère des archives de quelqu'un. Donc chez les éditeurs, dans les poubelles, si je peux me permettre de dire, c'est ce qu'on appelle du sauvetage. Puis petit à petit, il faudra
les choses vont prendre un peu de valeur, on commence à faire l'inventaire de ce qui existe. Mais André Jam, il était là, il avait 20 ans, et il a été vraiment le premier à organiser un grand sauvetage. Ce qui fait que beaucoup de choses importantes de l'histoire de la photographie, aujourd'hui, on découvre que c'est passé par les mains d'André et Marie-Thérèse Jam. En 1950, les libraires André et Marie-Thérèse Jam récupèrent un exemplaire de la série des Pierrot. 40 ans plus tard, à l'occasion d'une vente d'une partie de leur collection, ils donnent le fameux album au musée d'Orsay. Depuis les années 1990, le prix de la photographie flambe. En 1999, ils vendent aux enchères cette photo de Gustave Le Gray, 700 000 €, un record. Combien vaudrait aujourd'hui un tirage de Pierrot photographe? Serge Plantureux nous livre un indice. Ce qui fait la valeur aujourd'hui, on va dire, la valeur aussi bien pour les musées que pour les collectionneurs ou pour les assurances, c'est l'état de conservation du tirage. Voici 2 photographies qui viennent juste d'être découvertes. Et il y en a une qui arrive jusqu'à nous avec une couleur extraordinaire et l'autre qui arrive un peu pâle. Il y en a une qui vaut exactement 100 fois plus que l'autre. Celle-là vaudrait autant qu'un Pierrot photographe pâle, et celle-là vaut autant qu'un Pierrot photographe en parfait état. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la pâle vaut aux alentours de 2 à 3 000 €, et la très belle vaut peut-être autour de 300 000. Il resterait actuellement une dizaine de tirages de Pierrot photographes dans le monde. Photographie mythique, sorte d'invitation au voyage, l'album des Pierrot continue d'influencer des générations de photographes. Voilà pour cette œuvre de Nadar, artiste très renommé de la seconde moitié du 19e siècle. Le département photo, sachez-le, est particulièrement riche. Au musée d'Orsay, il compte plus de 55 000 épreuves. Pour l'heure, nous sommes au musée du Quai Branly. La nuit des musées, elle se poursuit sur France 5. À tout de suite.